Ok. Du coup, avant de commencer sur la présentation, je tenais déjà à remercier le CFMS qui m'a donné le prix, c'est la moindre des choses. Et puis aussi une pensée pour mes encadrants de thèse. Du coup, côté Aegis, c'était une thèse CIFRE, du coup j'étais encadré côté Aegis par Luc Boutonnier notamment. De ce que j'ai compris, il y a des problèmes sur la ligne ferroviaire entre Grenoble et Paris. Du coup, je ne sais pas comment t'es arrivé toi, mais en tout cas, ceux de Grenoble n'ont pas réussi à arriver. Et puis de l'autre côté, je tenais aussi à remercier Jean-Michel Pereira, qui était mon encadrant à l'École des Ponts. Donc, comme vous pouvez le voir là, je vais parler de sol quasi saturé. Bon, c'est une spécialité de Luc Boutonnier, pour ceux qui le connaissent. Et du coup, j'ai travaillé là-dessus en particulier. Moi, il y a eu plusieurs projets sur les sols quasi saturés qui ont été menés en partenariat avec Aegis. Et en particulier, ce qu'on voulait faire dans le cadre de ma thèse, c'était se poser la question de l'importance ou pas des sols quasi saturés dans le dimensionnement des ouvrages au séisme, mais en particulier en lien avec les questions de liquéfaction. Donc ici, mon objectif, c'est de vous convaincre de pourquoi c'est intéressant de s'intéresser aux sols quasi saturés et pourquoi ça peut être important parfois du point de vue de l'ingénierie. Donc, avant de commencer, c'est quoi les sols quasi saturés? Alors, pointeur, on n'y voit pas grand-chose, mais de manière générale, sinon je peux y aller avec la souris, ce sera peut-être un peu plus clair. Préférez quoi? Le pointeur ou la souris? Souris? Ok. Du coup, de manière générale, en géotechnique, on fait soit l'hypothèse d'avoir un sol qui est parfaitement sec, en général au-dessus de la nappe, soit un sol parfaitement saturé en dessous de la nappe. Un sol sec, on va lui attribuer un comportement mécanique qui est plutôt un comportement drainé. Un sol pleinement saturé, en fonction des échelles de temps qu'on regarde, on va soit considérer un comportement plutôt non drainé ou un comportement drainé. La réalité, c'est qu'entre les deux, il y a tout un monde. On est bien d'accord que s'il n'y avait pas d'eau au-dessus de la nappe, on ne pourrait pas avoir d'agriculture. Et du coup, dans le cadre de la liquéfaction, on sait que... On sait que dans cette... j'ai dit à souris, désolé. On sait que dans cette gamme-ci, en fait, on a des sols qui ont un comportement non drainé qui est très différent du comportement pleinement saturé, mais qui, en même temps, ont un comportement qui est très très loin du comportement d'un sol sec. Donc si on fait l'hypothèse d'un sol saturé avec un comportement non drainé, on revient à surdimensionner un ouvrage. Si à l'inverse on fait l'hypothèse d'un sol sec, et ben là on est carrément pas du tout sécuritaire par rapport au dimensionnement de l'ouvrage. Et du coup la question c'était vraiment de se poser, si on est dans cet espace par ici, qu'est-ce qui serait mieux de faire? Donc ici on a une sous-division des sols non saturés. En particulier dans ma thèse on s'est intéressé aux sols quasi saturés qui de manière générale on les définit juste comme des sols où la phase gazeuse est discontinue par opposition aux sols non saturés ici qui ont une phase gazeuse continue. Et la deuxième différence c'est que de manière générale les sols quasi saturés, en fait le comportement mécanique drainé du sol est quasiment pas différent entre le comportement saturé et quasi saturé. Par contre c'est vraiment la réponse non drainée qui sera différente. À l'inverse, dans les sols non saturés, là on a à la fois le comportement mécanique drainé et la réponse non drainée qui sont complètement différents. Du coup, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé principalement au sol quasi saturé? Alors ici, je vous balance un gros graphique avec des points dans tous les sens. Ici, ce que je suis en train de montrer, c'est le Liquefaction Resistance Ratio. Du coup, c'est le ratio entre le CRR, donc en d'autres mots, la résistance à la liquéfaction en conditions partiellement saturées, normalisé par le CRR en conditions pleinement saturées. Du coup, on peut voir ça comme un facteur un ratio de résistance entre le cas quasi saturé et le cas non saturé et le cas pleinement saturé. L'idée qu'on voit ici, c'est que si on a un degré de... Alors ici, c'est basé sur des essais de laboratoire, pas du tout effectués par moi, hein, c'est des trucs qui sont publiés dans la littérature que j'ai mis ici sur la droite. Et de manière générale, si on a un degré de saturation qui est de 50%, on peut voir qu'en gros, on a un facteur 3 potentiellement sur la résistance à la liquéfaction. À l'inverse, si on a un degré de saturation de 90%, alors on a plutôt un facteur qui est entre 1,5 et 2 sur la base de ces essais. Du coup, on sait que potentiellement, on peut y gagner beaucoup. On peut y gagner beaucoup en précision. On sait que l'effet de saturation a un rôle important.
En particulier dans le cadre de cette thèse, parce qu'on ne peut pas tout faire, on s'est concentré sur les sols quasi saturés, parce que c'est là qu'on a l'effet le plus important du degré de saturation sur la résistance des sols à la liquéfaction. Et du coup, ça a un deuxième avantage, c'est aussi pour ça qu'on l'a fait, c'est que, j'en ai parlé juste avant, le comportement mécanique global, le comportement mécanique drainé est à peu près pareil au comportement d'un sol pleinement saturé, et du coup, pour modéliser le comportement non drainé, en gros, tout ce qu'on doit faire, c'est mieux caractériser le comportement du fluide. Et du coup, dans cette gamme de sols quasi saturés, c'est théoriquement possible d'homogénéiser le comportement du mélange d'eau et de gaz par, en gros, un fluide imaginaire avec des propriétés équivalentes. Et en particulier, dans le cadre de ma thèse, j'ai utilisé des travaux basés sur les travaux de Luc Boutonnier. Et du coup, ce qu'on a utilisé, c'est un modèle de compressivité de fluide. L'idée ici, c'est tout simple, c'est d'exprimer le degré de saturation et le module de compressivité du fluide, qui du coup permet de faire des simulations numériques en conditions quasi saturées. Et on exprime ces deux paramètres-là en fonction des conditions initiales de saturation, ici je l'ai appelé SR0, et ensuite en fonction de la pression interstitielle. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle on s'est intéressé avant tout au sol quasi saturé, c'est que d'un point de vue modélisation, c'est beaucoup plus facile à faire. Et là, je vais en arriver juste après, un petit commentaire sur les alpha-D qui se promènent à droite à gauche. Ça, je ne vais pas en parler ici parce qu'on s'éloigne quand même pas mal de l'ingénierie, c'est juste que lorsqu'on a du gaz et de l'eau, on a du gaz qui va se dissoudre dans l'eau, et si on regarde à très long terme, alors on peut définir un équilibre entre la quantité de gaz dans l'eau et la pression de l'eau. Par contre, vu que moi, dans le cadre de cette thèse, on s'intéresse au génie parasismique, on est sur des échelles de temps beaucoup plus courtes, et donc la question s'est posée, quelle quantité de gaz peut se dissoudre dans l'eau à l'échelle de temps d'un séisme, par exemple. Je vais résumer, il y a toute une partie de la thèse qui traitait cette question-là en particulier, je vais résumer en une phrase, à l'échelle de temps d'un séisme, on s'en fiche. Par contre, à l'échelle de temps d'un essai de laboratoire, d'un essai cyclique notamment, qui permettent de caractériser au laboratoire le comportement cyclique des sols, là, potentiellement, il peut y avoir une influence qui n'est pas forcément majoritaire, mais par exemple, si ici on prend alpha D égale à 1, ça correspond à l'équilibre, comme si on avait une quantité infiniment longue de temps pour avoir cette dissolution, donc voilà. Et si on a, on va dire, 10% de la quantité à l'équilibre, de gaz à l'équilibre qui est dissous, on a une courbe qui va ressembler plutôt à ça en termes de degré de saturation et de module de compressivité du fluide. Du coup, ça a un effet, mais c'est quand même pas majeur. C'est pour ça que je vous en ai parlé maintenant, parce que ça fait partie de la thèse et que c'est une des hypothèses du modèle, mais maintenant, on peut mettre ça de côté et oublier. Donc maintenant, la thèse en elle-même. Alors, la thèse avait, on va dire, deux questions fondamentales à laquelle on voulait répondre. Dans le cadre de cette présentation, je vais m'attarder surtout sur la question de la modélisation des sols quasi saturés. En gros, cette thèse était une thèse CIFRE, donc l'objectif, c'était vraiment de développer une méthodologie de modélisation qui soit utilisable pour l'ingénierie. Donc pour nous, les critères qu'on s'est appliqués à soi-même, en quelque sorte, pour ce travail de thèse, c'est de se dire que toute la modélisation qu'on doit faire doit être faite avec un code commercial utilisé par Aegis. En l'occurrence, c'était avec FLAC 3D, mais aussi avec... et du coup, et la deuxième condition, c'était de se dire qu'on va utiliser des lois de comportement qui sont déjà implémentées dans FLAC 3D, parce que de manière générale, sur un projet d'ingénierie, si on se ramène avec ses propres lois de comportement, etc., ça demande beaucoup plus de travail en termes de qualification des lois, etc. Donc, en gros, on se plaçait dans un contexte d'ingénierie par l'utilisation de FLAC et par l'utilisation de lois de comportement déjà implémentées dans FLAC. Et l'objectif, c'était de voir si on arrivait à obtenir des prédictions à peu près correctes sur le comportement cyclique et le comportement non drainé des sols quasi saturés. Donc, pour ça c'est le pôle numérique. Je me suis dit que, vu que l'audience c'est le CFMS, je vais aller plutôt axer ma présentation sur cette partie-là de mon travail, parce que, a priori, ça intéressera peut-être plus de monde, mais il y a aussi tout un autre volet qui concerne comment estimer le degré de saturation. Donc ça, je vais y arriver à la fin, et c'est en particulier un sujet qui m'intéresse particulièrement, donc je voulais quand même en dire 2-3 mots. Mais tout ça pour dire qu'en gros, on se posait aussi la question de est-ce que les ondes de compression pourraient être utilisées comme un moyen pour obtenir, on va dire, un ordre de grandeur sur la quantité de gaz qu'il peut y avoir ou qu'il peut ne pas y avoir dans un sol. Donc ça, je vais y arriver après. Donc,
Pour la modélisation numérique, donc là, j'en ai parlé un tout petit peu avant, les questions de cinétique de dissolution ici, ok, on les a éliminées, ça nous a permis de définir les conditions de notre modèle de compressivité de fluide, et maintenant la stratégie de modélisation, elle est assez simple, c'est je reprends mon modèle de compressivité de fluide et je l'ai implémenté dans Flag 3D, c'est pas très compliqué à faire, et si quelqu'un a soudainement envie de faire pareil, il peut m'envoyer un message, je pourrais discuter avec vous avec plaisir. Et l'idée, c'était juste de combiner ça avec des lois de comportement. Du coup, on a testé 2 lois de comportement, on va dire un peu, pas compliquées, mais disons généreuses en paramètres. Une première, c'était 2 lois de comportement de la famille Sunny-Sand. La première, P2P-Sand, qui est implémentée dans Flag 3D et qui est proposée comme une loi qui est conçue pour modéliser la liquéfaction. Et une deuxième qui est en gros la version initiale des modèles de la famille Sunny-Sand, qui est de Dafalias et Manzari, parce que en fait on a fait ce double travail, tout simplement parce que P2P-Sand parlera probablement plus aux gens qui font de l'ingénierie, alors que Sunny-Sand, le modèle original, parlera beaucoup plus aux gens qui sont plutôt du côté académique. C'est pour ça qu'on a fait les deux en même temps, vu que leur fonctionnement est grossièrement le même. Et puis après ça, en général, dans ce genre de présentation, je vous expliquerai pourquoi ça marche super bien et pourquoi c'est génial. Moi, non, je vais vous dire pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Et ensuite, on s'est intéressé à une approche empirique beaucoup plus simple. Et celle-là a marché, on va dire, un peu mieux. Et du coup, je vais finir là-dessus. Donc, de manière générale, la loi de comportement, bon, il fallait bien que j'y passe un moment. Du coup, je vais essayer de faire ça le plus agréable possible. Mais de manière générale, les lois de comportement de cette famille, c'est des lois à bounding surface. Du coup, l'idée générale, c'est qu'au lieu d'avoir un grand domaine élastique et puis une surface de plasticité, on a ici en bleu, là c'est dans le plan pi, du coup le plan déviatorique. Pour ceux que ça parle, tant mieux. Pour les autres, je pense que j'ai pas le temps. Du coup, de manière générale, tout ce qu'il faut savoir, c'est que le domaine élastique est ici en bleu, entouré par un petit cercle. Et grossièrement, plus on est loin de la bounding surface, qui correspond en gros à la résistance ultime du matériau, ou pour un essai triaxial, à la résistance au pic, plus on est loin de cette bounding surface, moins on va générer de déformations plastiques dès qu'on touche la surface de notre petit cercle. Si notre petit cercle il se retrouve juste à côté de la bounding surface, alors on va générer énormément de déformations plastiques. Voilà. Maintenant, on va oublier ce plan pi, on va se concentrer au plan P'(Q), qui de manière générale parle plus aux géotechniciens et sera un peu plus simple pour avoir des discussions. Ici, il y a plein de surfaces dans la loi de comportement. Bon, ici, c'est la bounding surface, j'en ai parlé. Ici, on a la ligne d'état critique, on a la ligne de dilatance ou de transition de phase qui, en gros, caractérise le moment où on passe d'un comportement dilatant à un comportement contractant vers un comportement dilatant, c'est mieux. Et puis, ici, on a une surface de mémoire, celle-ci, on s'en fiche. Tout ce que je voulais dire avec ça, c'était 2 trucs principaux. Il faut retenir qu'il y a une relation linéaire qui est, on va dire, au cœur de cette loi de comportement, qui, en gros, relie justement cette distance entre l'état actuel de contrainte et l'état limite. Et c'est cette relation linéaire qui est une hypothèse assez forte du modèle, qui, d'un point de vue mathématique, est très élégante, mais on va rentrer un peu plus dedans après. Il y a un deuxième truc qu'il faut noter, c'est que dans cette version-ci de la loi de comportement, il n'y a pas de cap ici. Donc si on a une sollicitation qui est purement volumique, par exemple, on n'atteindrait jamais la surface de plasticité. Donc maintenant que je vous ai fait noter ces 2 aspects-là sur ce graphique-ci, on va arriver sur, je crois que c'est la seule équation de ma présentation, normalement. Mais il y a peut-être une deuxième qui se cache, mais a priori c'est la seule. Ici, si on prend les équations de la loi de comportement, et qu'on les retourne un peu et on les met dans les conditions d'un essai triaxial, on peut écrire l'incrément de déformation déviatorique plastique comme une fonction inversement linéaire de cette distance entre la bounding surface et l'état de contrainte actuel. Et en gros, ce que nous on a fait dans le travail, c'est qu'on voulait se placer dans le contexte d'un travail d'ingénierie, et donc on a fait tout ce qu'on pouvait pour caler les paramètres de la loi de manière aveugle. En gros, on a pris tout un tas de... on a pris, en gros, pour vous expliquer où est-ce qu'on allait à la fin, on avait des essais triaxiaux cycliques non drainés sur un sable d'Austin HN31 qui venait d'une étude publiée dans la littérature. Et du coup, nous, ce qu'on voulait faire, c'était caler en aveugle les paramètres de la loi de comportement pour le sable HN31
Et pour ça, on a utilisé des données qui venaient de plusieurs études. Et pour nous, justement, le fait que les données viennent de plusieurs études différentes était représentatif d'une variabilité spatiale qu'on peut avoir sur un matériau. Et du coup, c'était une variabilité qui nous semblait intéressante pour un peu faire un parallèle entre l'incertitude qu'on peut avoir dans un projet d'ingénierie et l'incertitude qu'on peut avoir aussi sur les paramètres pour des essais de laboratoire. Et du coup, ici, ce qu'on est en train de faire, c'est tout simplement caler le paramètre H0 de la loi de comportement. Donc ici, bon, il y a d'autres paramètres qui se promènent, mais on suppose qu'on a déjà tout calé ici sur la base d'autres essais, et là, on peut caler H0. Et là, dans la loi, l'hypothèse centrale de la loi, c'est qu'il y a une relation linéaire ici, enfin, que si on réorganise cette équation-ci, on peut tirer une relation linéaire, et du coup, on peut caler un paramètre H0. Notre observation, c'était de manière générale que la loi, d'un point de vue mathématique, est assez élégante parce que cette relation linéaire, ici, c'est pas le meilleur exemple justement parce qu'on a introduit pas mal d'incertitudes dans les paramètres, mais cette relation linéaire, on peut la retrouver. Par contre, le problème qu'on va avoir, c'est que dès que les paramètres de la loi de comportement s'écartent du calage parfait, par exemple sur la position de la ligne d'état critique, sur la valeur des paramètres d'élasticité, sur la valeur de plein d'autres paramètres, dès qu'on commence à introduire de l'erreur dans tous ces paramètres-là, cette ligne, c'est plus vraiment une droite et elle a tendance à soit devenir une courbe, soit carrément faire complètement n'importe quoi. Et pour vous donner un ordre de grandeur de ce que ça veut dire d'un point de vue modélisation, ici, on est en train de modéliser le truc le plus simple possible, à savoir un essai triaxial monotone drainé. Si on prend tout l'ensemble de paramètres qu'on a, du coup avec des données notamment qui venaient de la thèse de Nadia Benhamed, mais aussi une thèse plus récente qui a été conduite à l'école des ponts, et en gros, si on prend toute la base de données et qu'on cale nos paramètres, et qu'ensuite on compare les résultats avec les essais triaxiaux monotones drainés. Ici, en l'occurrence, ils venaient de la thèse de Zhu en 2022. On a un comportement qui est quand même assez différent de ce qui est recherché, à savoir la courbe bleue. Par contre, si on prend uniquement si on cale nos données uniquement sur, en gros, ces courbes-ci, on est capable de reproduire grossièrement le comportement. Bon, c'est pas parfait, on est bien d'accord, mais c'est ça l'idée de cet exercice. Et pour nous, ça c'était un peu une ligne rouge, parce que si on est une ligne rouge dans le sens où pour nous c'était une indication que le modèle n'était pas capable de prendre en compte une incertitude dans les paramètres de la loi de comportement et que de manière générale, si on fait des prédictions avec ce type de loi dans un cadre d'ingénierie, on risque d'avoir des trucs très très faux. Un peu pareil ici, c'est une autre manière de montrer les résultats. Là, c'était en gros les résultats finaux qu'on voulait modéliser, du coup des essais triaxiocycliques non drainés sur un sable de Dostin en conditions saturées, mais aussi en conditions quasi saturées. Donc, ce qu'on est en train de regarder ici, c'est le CSR, du coup, l'amplitude de la sollicitation cyclique. Du coup, l'idée, c'est qu'à chaque cycle de l'essai et de la modélisation, on a une contrainte déviatorique qui est appliquée et qui est gardée constante. Et ça, c'est en gros cette contrainte déviatorique qui est normalisée par la contrainte effective. Ici, à droite, là, on a le nombre de cycles identiques qu'il faut appliquer pour arriver à la liquéfaction des sols. Donc, ici, les points correspondent aux mesures expérimentales, les courbes correspondent, elles, aux modélisations numériques. Et là, en gros, on est capable de montrer que si on utilise ce modèle et qu'on cale les paramètres en aveugle, oui, on est capable de reproduire un essai donné, mais si on utilise les mêmes paramètres pour tout un jeu d'essais, en fait, on n'est pas, même en conditions saturées, on n'est pas du tout capable de reproduire de manière générale la liquéfaction de ce type de sol avec cette loi. Donc, tout ça pour dire qu'à nos yeux, même si la loi est mathématiquement élégante, pour un travail d'ingénierie, elle ne fonctionne pas. Un deuxième point qui nous a un peu embêté avec cette loi de comportement, c'est que ici on a j'ai dit juste avant qu'il n'y avait pas de cap, du coup si on a une sollicitation purement volumique, en fait on ne va jamais générer de plasticité. Le problème c'est que si ici on prend des essais de chargement-déchargement, des essais extrêmement simples, on voit clairement que ici l'indice des vides en fonction de la pression effective, je m'excuse, il y a une partie des trucs que j'ai traduits en français, il y en a une partie qui sont restés en anglais parce que j'ai pas eu le temps de faire la traduction, mais vous me le pardonnerez. Du coup ici l'indice des vides en fonction de la pression effective, on voit clairement qu'il y a
on n'a pas un comportement linéaire, il y a un aller, un retour, et à chaque fois ici on accumule de plus en plus de déformations volumiques. Et le problème pour ça, c'est que si on écrit les équations du couplage hydromécanique, de manière générale, on peut l'écrire comme ça: la pression en fonction du module de Biot, du coefficient de Biot, de la déformation volumique, ou la trace de la déformation, et puis zeta, les écoulements. Ensuite, si on se place en conditions non drainées, du coup on suppose qu'il n'y a pas d'écoulement. À l'échelle d'un séisme, c'est une hypothèse qui est plutôt acceptable. Enfin, ça dépend des conditions, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Et ensuite, on va faire l'hypothèse qu'on a des grains qui sont parfaitement incompressibles, et du coup, là, on peut remplacer le module de Biot, et le coefficient de Biot est égal à 1, et le module de Biot, il est remplacé par ce terme ici. Et là, en gros, on peut écrire une relation entre les variations de pression interstitielle, le module de compressivité du fluide, la porosité, et ensuite la déformation volumique. Ensuite, ou l'incrément de déformation volumique. Cet incrément de déformation volumique, on peut le décomposer en plusieurs parties. Ici, une partie que j'ai appelée epsilon VSP, qui correspond aux déformations volumiques qui sont induites par le comportement déviatorique. Et à l'inverse, on a les déformations volumiques élastiques et plastiques qui résultent des variations de pression effective. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on a un problème la contraction qui est le problème. Du coup, on a cette première force de contraction qui est causée par le comportement déviatorique, mais ça, de l'autre côté, ça génère des variations de pression effective, enfin de pression interstitielle, et par conséquent des variations de pression effective. Et c'est vraiment l'équilibre entre ces deux forces, une qui veut générer de la pression effective et l'autre qui veut la dissiper en quelque sorte, qui va nous donner l'équilibre final et qui va nous donner la solution au problème, à savoir quelle est la pression interstitielle qui est générée. Et du coup, si on a très bien caractérisé le comportement déviatorique, qu'on a une bonne estimation ici des déformations volumiques plastiques induites par ce comportement déviatorique, mais qu'à l'inverse, on a mal caractérisé le comportement, la réponse volumique du sol à un changement de pression effective, ben on va avoir un problème pour modéliser le comportement final. Et du coup, c'est ça en gros, le deuxième point qui nous a posé problème avec cette loi de comportement, c'est que la réponse volumique du sol, elle est caractérisée par un seul paramètre. Du coup, il faut bien se mettre en tête que ici, on a deux déformations qui, d'un point de vue du problème mathématique qu'on veut résoudre, sont d'importance équivalente. Mais d'un côté, on a 20 paramètres, de l'autre côté, on a un paramètre. Clairement, pour nous, il y avait un petit problème. Je ne dis pas qu'il y a besoin de 10 paramètres pour caractériser la réponse volumique d'un seul, mais un seul, ça commence à être sérieusement compliqué. Et non seulement ça, mais dans la loi de comportement, alors, ça je l'ai mis juste après, je vais y revenir. Ouais, quoique, je me perds. Ce que je voulais dire par ça, c'est que non seulement il n'y avait qu'un seul paramètre, mais ce paramètre, c'était même pas on va dire le module de compressibilité du squelette, c'était le coefficient de Poisson qui fait la relation entre le module de compressibilité élastique du squelette et puis le module de cisaillement. Donc, tout ça pour dire que nous, dans notre travail, on voulait caractériser la réponse volumique du sol. Du coup, on a compilé une base de données sur des sables, notamment uniquement sur des sables. Il ne faut surtout pas utiliser ces corrélations en dehors des sables, on est bien d'accord. Et on a en gros calé le module de compressivité du squelette en fonction de P'. Et on a fait ça pendant les phases de chargement et aussi pendant les phases de déchargement. Et en gros, pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Tout simplement, l'idée qu'on a eue, c'est avec cette loi de comportement, on va essayer de caler le coefficient de Poisson de sorte à retomber sur le module de compressibilité du squelette qui est le moins faux possible et qui, par conséquent, donne les prédictions non drainées les moins fausses possibles. Donc, c'est ça que je veux représenter ici, c'est que là, on a des essais monotones non drainés. Si on prend le coefficient de Poisson tel qu'on l'estimait grossièrement pour le sable d'Austin sur la base de données qu'on avait avant, ici on a la courbe en bleu qui est pas très jolie. Si ensuite on utilisait donc
cette courbe-ci de déchargement pour caler le coefficient de Poisson et donc la réponse volumique du sol. On tombait sur cette courbe jaune qui était là, qui est encore pire. Par contre, si on utilisait cette courbe qui était ici à gauche, du coup, qui correspond à la première courbe de chargement volumique, là, on avait des prédictions qui étaient un peu plus réalistes. Bon, du coup, tout ça pour dire que deux choses. Premièrement, la loi de comportement, on n'a pas trop adoré, mais deuxième point, qui est peut-être plus important, c'est que si on veut modéliser la liquéfaction, ou de manière générale, n'importe quel phénomène non drainé, n'importe quelle réponse non drainée, il y a vraiment deux composantes qui sont aussi importantes l'une que l'autre. C'est le comportement déviatorique, ou on va dire de manière générale la source de déformation volumique, et puis de l'autre côté, la réponse du squelette à toute variation de pression. Ok, donc ça c'était un peu compliqué pour mettre tout ça dans une forme plus ou moins buvable. J'espère que j'ai perdu pas plus de la moitié de la salle. Donc maintenant, on arrive sur une méthode qui est un peu plus simple et j'espère que ce sera un peu moins difficile à suivre. L'idée ici, c'est exactement la même d'un point de vue de la modélisation. La seule différence, c'est cette composante-ci. Du coup, maintenant, ce qu'on est en train de postuler, c'est que pour un problème non drainé ou un problème de liquéfaction, il y a trois composantes. Il y a la compressivité du fluide qui est ici, il y a la réponse volumique du squelette qui est ici, et puis il y a le comportement déviatorique qui maintenant on va remplacer par une relation empirique beaucoup plus simple. Et de manière générale, ici, j'avais dit qu'il n'y avait pas d'autre équation, je me suis trompé. De manière générale, cette équation, elle est assez simple. Elle exprime juste les déformations volumiques plastiques ou les incréments de déformation volumique plastique au cycle n comme une fonction de la déformation déviatorique, et puis aussi de la déformation volumique plastique qui a été accumulée pendant les cycles précédents. Alors ça, c'est une relation empirique qui est basée sur des travaux assez anciens, mais qui, de manière générale, sans avoir besoin de 20 000 paramètres pour caractériser tous les aspects du comportement du squelette, on est capable d'avoir grossièrement une représentation assez fiable de ce qui est en train de se passer en termes de déformation volumique plastique. Ensuite, de l'autre côté, il faut calculer la déformation déviatorique. Bon, ça, je pense que je vais vous le passer, mais on a fait ça juste à partir d'un module à petite déformation et d'une courbe de dégradation. Si vous avez plus de questions là-dessus, j'ai laissé le graphique, mais ce n'était pas forcément nécessaire. Avec tout ça, on était capable, du coup, avec tout ça, on a une méthode où on peut caler tous les paramètres. Et la seule chose qui change entre les conditions pleinement saturées et les conditions quasi saturées, c'est le module de compressivité du fluide au travers du degré de saturation qui est intégré dans la loi de compressibilité du fluide dont on a parlé avant. Donc, de manière générale, ce qu'on a observé, c'est que ici, j'ai montré ce type de graphique avant, du coup j'imagine que ça va vous suivre à peu près, mais c'est encore l'amplitude de la sollicitation l'amplitude de la sollicitation et le nombre de cycles qu'il faut à cette amplitude de sollicitation pour arriver à la liquéfaction. Les points, comme la dernière fois, c'est les mesures expérimentales. Les courbes, c'est les résultats des simulations numériques. Et ce qu'on a réussi à montrer, c'est que tant que le degré de saturation restait au-dessus de 90%, en d'autres mots, tant que le sol reste quasi saturé par opposition à non saturé, pleinement non saturé, on est capable d'avoir des prédictions qui sont raisonnables et on est capable de modéliser dans un contexte d'ingénierie ce type de comportement. Ce qu'il faut quand même noter dans cette histoire, c'est que, bon, là, je vous ai montré les courbes, j'ai dit que ça marchait bien, etc. Si on voulait faire ce travail dans un contexte d'ingénierie, c'est vrai que les relations empiriques ici qu'on a utilisées pour ce travail, il y a des corrélations qui existent dans les articles qui sont là. Mon expérience personnelle, c'est qu'il faut quand même faire attention et que potentiellement, il serait pertinent de faire des essais cycliques drainés pour caler les paramètres de cette loi-là. Bon, ça je le dis si jamais il y a quelqu'un qui a la soudaine envie d'utiliser ce genre de méthode pour un travail de modélisation et de dimensionnement, mais c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce que nous, on s'est amusé à faire le test de voir à quel point les corrélations données par défaut dans ces articles fonctionnent bien ou pas, et on sait que pour certains sables, ça marche très bien, mais plus on s'éloigne d'un sable parfait, académique, on va dire simple à modéliser, plus on commence à mettre des fines dedans, etc., plus les corrélations qui sont données dans ces articles commencent à poser problème. Du coup, si vous avez un sable avec plein de fines et qui ne correspond pas du tout à ce qui est décrit dans cet article, faites des essais.
Du coup, maintenant les conclusions de cette étude numérique. Donc, je vous ai montré un graphique au début avec le ratio de résistance à la liquéfaction en fonction du degré de saturation. Ici, on s'est cantonné au domaine des sols quasi saturés parce que c'est là où la méthode est valide et c'était notre objectif au final. Et ce qu'on est en train de montrer ici, c'est un peu comme je vous avais montré au début, on est capable de retrouver numériquement que entre 100% de saturation et 90% de saturation, on a un facteur d'augmentation de la résistance à la liquéfaction entre 1,5 et puis 2,5, on va dire 2 ou 2,5. Cette courbe-ci, je me suis toujours posé des questions, mais c'était la fin de ma thèse et j'ai pas eu le temps d'explorer plus en détail pourquoi est-ce que cette courbe-là était particulièrement différente des autres. Je sais juste que c'est un jeu de données qui est plus ancien et qui ne correspond pas à un essai triaxial cyclique. Donc peut-être qu'il y a un truc que j'ai loupé là-dedans. Prenez-le avec attention. Du coup, là. Ce que je voulais dire avec ce graphique, c'est que, ok, on a montré que la résistance à la liquéfaction était très influencée par le degré de saturation. D'un point de vue de l'ingénierie, qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans ? Le premier point, c'est que si on a un ouvrage qu'on a du mal à justifier, potentiellement une piste, ce serait de se poser la question, quels sont les degrés de saturation qui pourraient arriver dans la durée de vie de cet ouvrage ? Bien évidemment, ça c'est très compliqué, c'est des choses qu'on a beaucoup de mal à faire et qui, on va dire, demanderait beaucoup de développement qui, dans le cadre d'un projet donné, ne serait pas forcément faisable. Mais il faut quand même noter qu'on peut être parfois sur un facteur du simple au double en termes de résistance à la liquéfaction. Et ça, si on prend en compte le coût des méthodes de renforcement de sol, etc., on peut commencer à se dire, peut-être on va au moins se poser la question. Je ne dis pas que c'est faisable, je ne dis pas que ça se fera tout de suite, mais ça peut être une piste de développement à plus long terme. Mais le deuxième truc qui, pour moi, semble plus important, c'est que on est bien d'accord que les sols quasi saturés, ils sont liquéfiables. Et on peut très souvent trouver des sols qui sont quasi saturés, voire même non saturés. Enfin, j'ai dit plutôt dans la présentation que les sols au-dessus de la nappe, il y avait de l'eau. Et notamment, on peut très bien avoir des sols quasi saturés qui sont au-dessus de la nappe. Et du coup, il faut bien tenir en tête que ce n'est pas parce qu'un sol est au-dessus de la nappe, et ce n'est pas parce qu'on a des mesures géophysiques, par exemple, qui nous montrent que la vitesse de propagation des ondes de compression est semblable à celui d'un sol sec, qu'on peut avoir une certitude que le sol, on va dire, est suffisamment sec pour ne pas avoir des problèmes de liquéfaction. Voilà. Donc maintenant, j'ai dit qu'un des problèmes, c'était comment estimer le degré de saturation. Alors ici, on arrive sur le deuxième volet de la thèse, et c'était... En gros, on partait d'un point de départ qui est que, analytiquement, si on homogénise... Ok. Il me reste combien de temps ? De quoi ? Ah oui, ça va. En gros, si on homogénise le comportement du mélange eau et gaz, on est capable d'établir des relations mathématiques qui permettent de relier la vitesse de propagation des ondes de compression avec le degré de saturation. Donc nous, dans ce travail-ci, ce qui nous intéressait, c'était de, 1, savoir est-ce que ces relations fonctionnent bien, et 2, est-ce qu'elles sont, on va dire, utilisables à l'échelle d'un projet d'ingénierie, est-ce que par exemple on n'est pas noyé dans l'incertitude, etc. Du coup, pour ça, il y avait 2 axes de travail principaux. Premier, c'était de regarder des données qui venaient de projets. Du coup, on a pris des projets où il y avait des essais géophysiques avec des VP, des VS, etc. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on peut utiliser ces relations analytiques pour relier le degré de saturation avec VP et VS ? La réponse simple est non, l'incertitude est trop grande. Le deuxième truc qu'on a fait, c'est faire des essais de laboratoire. Et là, vu que j'étais peut-être plus lent que prévu, malgré mes 20 slides, je vais passer assez vite là-dessus. En gros, je vais vous passer la revue de la littérature et le montage expérimental, et je vais arriver directement sur les résultats des mesures expérimentales. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est des mesures de propagation d'ondes de compression dans des sols quasi saturés. Ce que vous voyez ici, c'est l'enregistrement des ondes de compression. Ce que vous voyez là, les petits points, les barres verticales, en gros, ça correspond à l'arrivée des ondes de compression. Et ce qu'on voit ici, c'est que si on remonte par là, on a la vitesse de l'onde de compression qui remonte lorsque la fréquence de l'onde de compression augmente. Et du coup, on s'est posé au moins la question, pour comment ça se fait et comment expliquer tout ça. Et l'explication qu'on a obtenue et qu'on a proposée, c'est que si on a un mélange eau et gaz et qu'on comprime
le volume, on va avoir une différence entre la pression qui est générée dans l'eau et la pression qui est générée dans la partie qui est plutôt pleine avec du gaz, juste parce que la compressivité de deux matériaux est complètement différente. Et du coup, ça, à son tour, ça va induire des écoulements pas dans cette direction-là. À l'inverse, si on dilate le volume de sol, on va avoir une diminution de pression plus importante à l'extérieur qu'à l'intérieur, et on va avoir des écoulements dans l'autre sens. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà été, on va dire, identifié et démontré expérimentalement et avec des modèles en géophysique pétrolière. Et en gros, c'est un phénomène qui, du coup, induit un effet de la fréquence sur la vitesse de propagation des ondes de compression. Du coup, pourquoi ça nous intéresse ici? C'est tout simplement, si on a un VP qui est égal à, on va dire par exemple 450 par ici, déjà, on n'est absolument pas certain d'être proche d'un sol sec, on pourrait avoir 99% de saturation. Deuxième point, c'est que si on a un VP qui est égal à 1500 mètres par seconde, ça ne veut pas non plus dire qu'on a un sol qui est parfaitement saturé. Par exemple, on pourrait... il y a des bornes qui se promènent à droite à gauche, ça aussi je les évite pour aller un peu plus vite, mais du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on a une... du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a des données géophysiques in situ avec un VP qui est à 1500 mètres par seconde, potentiellement, on pourrait très bien avoir ce genre de phénomène qui est en train de se produire in situ, et du coup, se retrouver avec... et du coup, ça pose une question de l'interprétation des mesures géophysiques. Ensuite, on a aussi fait des essais in situ. Ça, je vous ai dit la conclusion qui était c'était pas suffisant, donc on va passer. Et puis, on s'est aussi amusé. Là aussi, il y a beaucoup trop de détails. Je pensais passer beaucoup moins de temps sur la première partie. Mais du coup, tout ça pour dire qu'on s'est amusé à modéliser ce genre de phénomène et qu'on était capable de caler les résultats avec un modèle. Et que ce qui nous intéresse ici, c'est que ce genre de phénomène, si on l'interprète correctement, on peut en fait en tirer des informations assez intéressantes sur le degré de saturation, mais aussi sur la répartition du fluide dans le squelette. Donc, je vais vous laisser là-dessus sur la conclusion. Donc, il y a eu deux pôles de travail, un sur la modélisation, un sur l'étude du potentiel des ondes de compression comme moyen pour examiner et pour se renseigner sur l'état de saturation des sols. VP d'un côté, si on le prend tout seul, et par exemple qu'on ne sait même pas à quelle fréquence a été fait l'essai géophysique, personnellement je dirais il ne faut pas se baser là-dessus pour faire une quelconque interprétation, on n'a pas du tout assez d'informations pour l'interpréter. Potentiellement, si on fait des études plus approfondies, qu'on regarde clairement à quelle fréquence on est en train de travailler, etc., là on pourrait commencer à faire quelque chose, mais si vous retenez un message, c'est faites attention au VP. Sur la cinétique de dissolution, ça, on l'a réglé au début, c'est pas grave pour le génie parasismique. Et puis le dernier point, c'est que l'approche empirique qu'on a proposée, oui, elle fonctionne. Potentiellement, si vous l'utilisez pour un projet, il faut quand même faire un petit peu attention. Mais le deuxième point que je voulais souligner, c'est que de manière générale, les articles scientifiques ont tendance à proposer plein de modèles à droite à gauche et dire « mon modèle est génial » parce que c'est beaucoup plus facile d'écrire un article qui dit qu'un modèle fonctionne bien que d'écrire un article qui dit que le modèle ne fonctionne pas. Et du coup, lorsqu'on est ingénieur et qu'on va utiliser des lois qui viennent du monde académique, c'est quand même utile de se poser la question « ok, qu'est-ce qui se passe avec cette loi si je la cale avec des paramètres, si je cale les paramètres de manière complètement aveugle ?» Du coup, voilà. J'espère que je n'ai pas trop dépassé.